Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de ce Jeu C'était Podcast spécial Wimbledon. Eh bien oui, le tournoi débute ce lundi et pour parler un peu de cette édition 2025 du tournoi, eh bien j'ai l'honneur d'être en compagnie de Laurence Courtois, ancienne championne de tennis, ex-37e joueuse mondiale en 1996 et qui suit encore beaucoup le tennis aujourd'hui. Bonjour Laurence. Bonjour Christelle. Merci beaucoup d'être mon invitée. Très ravie d'être ici. Alors on va se pencher un peu plus sur les enjeux de ce Wimbledon, mais on vient également d'enregistrer un podcast spécial pour parler de ton parcours fabuleux, de ton rôle de co-capitaine de Fed Cup, pour parler un petit peu de l'évolution du tennis, de ce que tu fais aujourd'hui avec l'association que tu as mise en place, Her Tennis, pour les coachs féminines, pour aussi parler de ton implication avec la fédération de tennis marocaine. Donc ce podcast est un podcast premium que vous pouvez découvrir si vous êtes abonné. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre. Supporting Cast, vous tapez dans Google Supporting Cast, Jeu C'était Podcast. Vous devenez abonné et vous m'aidez à pouvoir poursuivre le travail que je fais quotidiennement. Merci d'ailleurs Laurence pour ton soutien dans cette démarche. C'est très gentil à toi. Alors on va y aller. Est-ce que tu es prête? Tu es bien installée? Je suis installée et je suis prête d'attaquer, comme parti. sur le gazon de tennis. On y va. Alors, on va quand même planter le décor pour les auditeurs. On est au Top Centrum de Wilrijk. Il fait à peu près 25 degrés, je crois. On est devant les terrains de la fédération. C'est ici, Laurence, que toi, tu as aussi appris tout. Ton métier de joueuse de tennis, c'est ici? Oui, ici, j'ai intégré le tennis études à partir de 12 ans et j'ai me développé comme une joueuse. J'ai atteint le 37e mondial et j'ai ici surtout développé mon jeu vers l'avant et essayer de trouver ma identité de jeu. On se souvient, Laurence Courtois, c'était un excellent revers slicé notamment, un revers à une main. Un petit peu comme celui de Justine. C'était rare, et c'est rare aujourd'hui de voir ce type de jeu. Oui, c'est rare parce que le tennis est tellement agressif que c'est pas facile de jouer avec une main, d'absorber la vitesse. Tu dois vraiment tu dois avoir des bonnes mains, comme Justine. Oui. Mais quand même que c'est intéressant quand tu vois qui a gagné le junior à Roland-Garros. Je sais pas que tu te souviens, l'Autrichienne Lili Tagger. Lili Tagger. Que j'adore, c'est une grande athlète. Qui a battu Jelena van Drome au premier tour. Oui, oui. Et qui travaille aussi avec Schiavoni, qui a aussi été une joueuse italienne avec une main. Et aussi chez les garçons, on a le Suisse qui a une main. Quand même, il y a 2 ou 3 dans les juniors qui sont dans le top 10, qui jouent avec une main. Parce que heureusement, c'est pas que le revers en main est totalement parti. Oui. Avant qu'on aborde ce chapitre sur Wimbledon, ça veut dire quoi pour les gens qui ne savent pas et qui nous écoutent, avoir une main au tennis? Une bonne main? Une bonne main, c'est vraiment une question très intéressante. C'est que tu sens la balle et que tu sens d'abord quel grip que tu as et dans quelle position ta raquette est, et que tu peux donner des différents effets à la balle. Ok, tu as l'effet slice, tu as l'effet top spin, tu as l'effet à plat. Et là, de bien jouer tous les effets, ça, tu as déjà besoin d'une bonne sensation avec le cordage, la raquette, la main. Et oui, aussi sentir l'amorti, absorber la vitesse, ajouter la vitesse, donner des différentes hauteurs. Là, pour moi, ça c'est des joueuses qui ont une bonne main. Et c'est pas donné à tout le monde. Non, pas du tout. Alors par rapport à ce Wimbledon, toi tu as joué sur le gazon londonien à ton époque. Oui, et j'adore. C'était aussi ma surface préférée parce que c'était une surface que je pouvais vraiment être plus facilement au filet. Tu vois, quand tu joues sur le terre battue, là. Parfois, la distance est plus loin, il y a d'autres trajectoires lourdes, tu dois reculer, mais sur gazon, c'est vraiment
la joueuse qui prend la première initiative, qui joue vers l'avant. Et j'avais vraiment un jeu très développé au filet. Je pouvais vraiment trouver des solutions sur des volets très bas. Je pouvais faire le point directement. Je sentais vraiment le coverage, comment on couvre le filet, la sensation de ta position au filet. Et c'est pour ça que j'ai toujours bien joué sur le gazon. Else Callens aussi était une excellente joueuse de gazon. Oui, mais tous les Belges, c'est marrant. Mais peut-être parce qu'on joue beaucoup à l'intérieur, sur des surfaces très vite, qu'on a Elise, on a Alison Van Uitfijn, on a Kirsten Greet, on a tous une bonne jeu d'identité pour jouer sur le gazon. Alors apparemment, le gazon a fortement ralenti ces dernières années. Il est beaucoup plus lent qu'avant, il y a 20 ans. Est-ce que c'est correct ou pas ? J'ai pas l'impression, ça dépend dans quel moment tu joues sur le gazon, parce que le premier jour à Wimbledon, le gazon est plus vite que le deuxième semaine. D'accord. Tu sais, le gazon, c'est quoi la grande différence avec les autres surfaces? C'est qu'il prend vraiment l'effet et il multiplie par 2. Il tient vraiment le speed et il ajoute encore le speed. Okay. Il y a les rebonds qui sont très bas. Et quand tu slices, ça fait beaucoup plus mal. Oui, c'est ça. Les slices, les effets, ils sont multipliés par 2, 3. Alors, quand tu vois le slice de Greet, il va faire plus mal sur gazon que sur hardcourt ou terre battue. Et ça, c'est la grande différence. Au début de la semaine, elle est très vite, quand le gazon est très vert. Il n'y a pas encore... le terre, là, il est très vite. Mais le deuxième semaine, quand c'est chaud, quand le gazon part un peu, là, les rebonds commencent à faire des drôles de trucs. Et là, il faut beaucoup d'adaptation. Petit à petit, le gazon, ça change et il y a des différents rebonds. Et tu vois ça, Rosmalen, qui est moins... tendu, le sol en dessous, qui a plus de... Là, c'est plus lent. Hein. Oui, là, c'est plus lent. Ouais. Ah oui, ok, c'est pas la même chose. Mais parce que le gazon, il est aussi plus haut. Tu sais, à Wimbledon, il est à 8 mm. Tu sais, 8 mm, et chaque jour, ils vont dessus. Ils regardent que le gazon reste à 8 mm. Ah oui. Et tu disais qu'il y avait des plantations qui étaient faites horizontalement. Ils sont en train de faire, de faire des différentes... chaque année, ils veulent s'améliorer. Je sais, dans mon époque, ils étaient en train d'essayer de pousser le gazon horizontal en combinaison verticale pour la durabilité. Ils ont fait des expériences. Mais je sais, aujourd'hui, le gazon, c'est vertical. Avant, il y avait des plans horizontaux. Oui, ils essayent c'est la manière que le gazon pousse. Incroyable. Et je me souviens qu'ils faisaient la combination. Mais aujourd'hui, ils ont découvert que ça reste vertical. Comme ça aussi, le rebond, il est plus le même. Et donc 8 mm, c'est avec des ciseaux presque qui coupent le gazon. Hein. Non, ça, je pense avec un rouleur. Chaque matin, ils ont une rituel. Ils mettent les batchs, une rituel. Ils vont avec un tracteur, un rouleau. Chaque matin, surtout en Angleterre, qu'ils restent à plat à 8 mm. Ah oui. Alors, dans nos joueurs belges, tu l'as cité tout à l'heure, Elise Mertens. Elle a déjà performé à Wimbledon. Elle a déjà joué plusieurs huitièmes de finale. Elle va affronter Linda Fruhvirtova au premier tour, 148e mondiale. Elle avait été surprise par Loïs Boisson à Wimbledon, à Roland-Garros, au premier tour. Est-ce que tu penses que Elise elle a un petit goût de trop peu par rapport à Roland-Garros et l'Australian Open en ce début d'année? Elle aimerait bien aller plus loin. Le gazon est une surface qui est bien pour elle pour performer? Oui, et c'est marrant parce qu'elle n'a pas vraiment un grand coup, mais Elise a vraiment un jeu. Elle a prouvé à Rosmalen, elle a gagné le tournoi, elle est dans une grande forme, mais elle a une intelligence de jeu. Elle sent le jeu, elle anticipe bien. Sa point fort, c'est qu'elle peut tactiquement s'adapter. Incroyable. Au adversaire.
Quand quelque chose ne marche pas tactiquement, elle essaie de chercher des solutions. Elle est vraiment adaptable tactique, ça c'est vraiment un point fort. Et elle n'a pas besoin sur le gazon de toujours ajouter la qualité de vitesse, parce que pour elle c'est difficile sur des surfaces plus longues pour ajouter la qualité de vitesse. Mais sur gazon, il y a du vitesse, alors elle est vraiment master de user la vitesse de la balle de l'adversaire et de construire et trouver toutes les zones, aller au filet, faire des drives volés. Elle est surtout consistante aussi. Et ça, c'est son succès. Elle donne pas trop de fautes, elle est consistante, ses pourcentages sont bien. Oui, et on aimerait bien la voir une fois performer en Grand Chelem, aller jusqu'à une demi-finale, une finale, comme elle a déjà fait en Australie, un demi, mais elle mérite tellement d'un jour s'illustrer. Oui, mais bon, ça c'est un peu son niveau. Son niveau, c'est 3e tour, 4e tour. Moi, quand je vois maintenant à Wimbledon son tirage, je pense qu'elle a un bon tirage, mais bon, son vraiment premier challenge, ça va être Svitolina, je pense, au 3e tour. Qu'elle a perdu la semaine passée. À Bad-Hombourg. Oui, mais c'est faisable. Je pense pas, Svitolina, c'est pas une joueuse qui vraiment peut, comme un Sabalenka ou un Keys, qui ont vraiment la puissance, la mettre à 3 mètres de la balle. Oui, elle joue très agressif. Alors, je préfère qu'elle joue Svitolina comme un Keys ou un Gauff. Ça, c'est plus dur parce que là, ils ont vraiment les armes pour battre Mertens. Mais son premier challenge, ça va être le 3e tour pour moi. Mais je pense qu'elle a beaucoup appris de son match la semaine passée. Et moi, je crois qu'elle peut aller très loin à Wimbledon cette année. Quand tu vois le top de Wimbledon, le tableau, il est incroyable parce que là, tu as Sabalenka, tu as Vondrousova qui a gagné déjà à Wimbledon, tu as Raducanu qui a fait l'année passée une 4e tour ou une 3e tour. Tu as Luluson qui joue 2e tour, je pense, contre Sabalenka. Sont des joueuses qui ont vraiment une bonne dangereux pour peut-être battre, pour avoir des surprises. Que je pense Mertens, elle est en haut. Alors je trouve un quart quand même très fort quand tu compares avec les autres. Et Iga Swiatek, est-ce que c'est une joueuse qui, avec son top spin, peut briller sur gazon? Iga, elle a vraiment un jeu de jambes incroyable, important sur le gazon, les contre-pieds, et ça c'est son point fort et elle peut aller loin, mais le problème, c'est un peu le coup droit qui est fragile. Quand tu vois, elle a 22 titres, je pense, et les 12 titres sur dur, et elle a 10 titres sur terre battue. Allez, bon, dommage, elle a joué une première finale la semaine passée en Allemagne. Qu'elle a perdu contre Pegula. C'est très important pour elle, qu'elle a eu beaucoup de matchs pour elle, pour avoir ses sensations. Elle peut aller loin, mais je pense pas qu'elle a aujourd'hui les qualités pour gagner Wimbledon, je pense pas. Et surtout que elle a pas la grande confiance, ça fait plus d'1 an qu'elle n'a pas gagné de titre. Enfin, depuis Roland Garros 2024, elle est à la recherche d'un titre et elle a perdu contre Pegula la semaine passée à Bad-Hombourg. Oui, je sais, mais parfois, nous ou les gens, les fans, les médias regardent toujours les résultats, mais on doit aussi une fois regarder qu'est-ce que le coach est en train de travailler. Exactement. Et je pense qu'ils sont travaillés son développement sur des surfaces vite. Alors il faut un peu le temps. Ils sont en train de chercher encore les dernières marches de progression. C'est pas facile. Et ça, j'adore du métier que je pense que Wim fait. Et où sont les 2% où on peut progresser encore, et parfois ça ne résulte pas toujours directement dans les résultats, mais elle est encore jeune, Swiatek. Évidemment, 22 ans. Je trouve aussi son service, ça doit encore être plus performante. C'est là qu'il faut encore faire quand même beaucoup de travail. Elle est un peu trop dépendante des fautes des autres parfois, et il faut chercher, où aujourd'hui un Swiatek dans les grands finales ou les grands combats, où
elle va faire la différence et avec quoi. Oui, oui, c'est vrai. Et c'est exactement ce que Wim Fissette expliquait quand je l'ai rencontré à Roland-Garros, c'est qu'ils avaient beaucoup travaillé pour être performants sur dur, surtout le coup droit. Et le service, être plus performant au service. Et donc, comme tu dis, ce sont sont des temps qu'il faut lui laisser. Oui, et c'est pas facile parce que c'est une grande responsabilité pour le coach et on sait que son grip est extrême, mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va le toucher ou pas? Ça va peut-être perturber son confiance et on sait que bon, le grip est un peu quand même extrême, mais là aujourd'hui, je pense qu'ils ont choisi de adapter sa position, aller plus loin plus loin de la ligne de fond pour la donner un peu un autre rythme, donner un peu plus de temps et regarder comment ça se passe, tu vois, et puis avec le revers, là, elle peut vraiment rentrer dans le terrain. Je trouve très intéressant de suivre Swiatek, comment elle va continuer à développer son jeu agressif à elle, que ça reste dans son nature. Et comment elle peut faire la différence, parce que là, aujourd'hui, elle est un peu à ses limites là. Un peu comme Coco Gauff qui a aussi dû beaucoup évoluer côté coup droit parce qu'elle avait un problème aussi quand elle tombait contre des filles qui frappaient très fort sur des surfaces très rapides, elle n'avait pas vraiment le temps et je sais qu'ils ont beaucoup travaillé cette prise de coup droit et son service aussi. Et c'est ça si intéressant, est-ce que le joueur, parfois tu commences à découvrir des limites tactiques et des challenges, et chaque joueuse a ça à certains moments. Et est-ce que c'est la cause technique? Ça c'est difficile. Est-ce que la joueuse est ouverte? Est-ce qu'elle veut changer? Ou est-ce que peut-être on va aller? Ça c'est vraiment le métier que j'adore et que j'espère aussi que je peux vivre avec une joueuse dans le futur. Et Coco Gauff, elle jouera au premier tour contre Diana Jastremska, tandis qu'Iga Swiatek, elle jouera contre la petite sœur de Kudermetova, Paulina. Donc ça va pour des premiers tours. Sauf que Gauff, Jastremska, c'est quand même une très bonne joueuse et donc Coco Gauff va avoir un premier tour challengeant. Oui, surtout sont des contacts plats. Jastremska, elle adore le même rythme, les mêmes contacts. Alors c'est toujours un premier tour à faire attention, que même moi je suis quand même très intéressée dans 2 premiers tours. Cette édition, c'est Kvitova qui a eu la wildcard, qui a gagné Wimbledon et qui joue ma joueuse, une de mes joueuses préférées, Navarro, qui joue quand même pas mal sur gazon, qui a fait la semaine passée des bons résultats quand même. Et tu as aussi Eala, la jeune de Philippines, qui joue la gagnante, qui a gagné, je pense, Eastbourne, et qui joue la gagnante de l'édition 24, Krejcikova. Oh là là. C'est quand même 2 premiers tours qui sont très très dangereux. Et elle a été en finale à Eastbourne Je pense qu'elle a même gagné contre Joint, mais je suis pas sûre. Je vais regarder juste. Mais c'est une joueuse, elle est gauchière, je te dis, elle joue très très bien, très très ennuyant avec des effets slicés, service très difficile à retourner. Elle a perdu au tie-break en finale à Eastbourne 12-10. Voilà. Dans le 3e set. Je pense que ça peut être une surprise. Moi, je pense qu'elle va gagner le premier tour contre Krejcikova. Je suis curieux. Mais Krejcikova, elle est un petit peu en manque de confiance aussi pour l'instant. Ça, je ne sais pas, je ne l'ai pas vraiment suivi. À Roland-Garros, elle n'avait pas été... Mais je pense que c'est plutôt... C'est aussi une joueuse... plus âgée déjà et c'est surtout le corps. Est-ce que le corps le tient à avoir tous les jours cette tension physique, mentale, il faut quand même... Oui, ça c'est sûr. Le corps doit aussi suivre. Et je pense chez cette joueuse que c'est un peu le cas. Et tu parlais de Kvitova qui a gagné plusieurs fois Wimbledon. Elle est la seule avec Serena Williams depuis 1996 à avoir gagné plusieurs éditions de Wimbledon. Et c'est vrai qu'elle va tirer sa révérence. Elle a annoncé qu'elle arrêtait sa carrière après l'US Open, Petra Kvitova. Et je me souviens, c'était une des rivales de Justine à l'époque. Elle a eu cette terrible attaque au couteau chez elle où elle a perdu la mobilité. Elle a dû beaucoup travailler pour retrouver son tennis. Vraiment quelqu'un qui a un tennis exceptionnel aussi. Et
Elle pourrait jouer les troubles faits dans ce tableau de Wimbledon. Elle pourrait couper des têtes. Oui, mais moi je pense pas. Mon pronostic c'est que Navarro va gagner. Elle a plus de matchs sur gazon les dernières semaines et ça c'est quand même important d'avoir beaucoup de rythme sur le gazon. C'est un autre jeu. C'est mentalement plus dur aussi sur le gazon parce que ça va plus vite. Tu dois être très concentré, encore plus que jamais. Et Kvitova, je n'ai pas vraiment suivi, mais je pense pas que cette année, elle a déjà eu beaucoup de matchs. Peut-être il va avoir beaucoup d'émotions. C'est quand même pas, elle va peut-être pas rentrer avec les mêmes ambitions. Moi, je pense que Navarro va gagner. Emma Navarro, top 10 mondial, très discrète, hein, et qui est pourtant... Oui, j'adore elle le profil. Elle est vraiment performante. Oui, je pense que c'est une joueuse qui peut encore beaucoup progresser. Et je ne connais pas son entourage ou les détails, mais j'espère que c'est une joueuse qui va rester plus longtemps dans le top 10. Quelles sont les forces de son jeu, selon toi? C'est surtout sa variation et son coup droit qui est très dangereux. Et physiquement aussi, hein. Physiquement, elle est très forte. Le gazon est vraiment exigeant pour le dos parce qu'on doit, le niveau de hanche, la hauteur de hanche doit être plus bas. On doit être plus bas pour absorber la vitesse et optimaliser le transfert du corps dans la balle. Alors on doit être plus bas, ça veut dire cuisse, quadriceps, dos, hanche, toute cette région qui est très chargée. Et moi je pense, j'ai un bon sentiment pour Grete. Je pense qu'elle peut faire quand même quelque chose. Grete, elle a tout, mais je manque un peu la constance pour arriver pour tenir son niveau toutes les semaines pendant 40 semaines. Ça, c'est un peu... Est-ce que c'est un peu physique? Je ne sais pas. Mais à côté de ça, c'est une joueuse avec des qualités incroyables. Et je pense qu'elle doit vraiment croire dans son jeu vers l'avant. Elle peut aller vers l'avant. Elle a des volets incroyables. Et parfois, elle ne prend pas toujours toutes les opportunités pour aller au filet. Et puis la dernière chez les filles, c'est Janina Wickmayer qui va faire ses adieux après. Elle aussi a déjà joué un 8e de finale à Wimbledon. Ici, elle va jouer contre Renata Zarazua. Oui, c'est incroyable. Janina, elle est un exemple pour les jeunes. C'est une travailleuse très professionnelle, mais vraiment dans les détails. Tous les détails, les rituels, bien dormir, bien manger, soigner ses entraînements physiques. Allez, non, Janina a vraiment un jeu pour bien jouer sur gazon aussi. Elle aime les contacts au niveau du hanche. Mais puis après le deuxième tour, très très difficile contre une Anisimova. Anisimova? Oui, qui est aussi une bonne joueuse, qui a un bon staff, aussi un peu belge, avec son entraîneur physique Rob Brandsma, qui est un belge, qui fait beaucoup de progression. C'est une joueuse très dangereuse sur gazon aussi, ça va être difficile pour passer le deuxième tour pour Janina. Oui, c'est vrai qu'Anisimova, elle est impressionnante et très jeune aussi, hein. Oui, beaucoup de joueuses qui peuvent aller. Je ne sais pas son classement en ce moment, une joueuse qui peut aussi aller dans les top 10 dans le futur. Oui, ça c'est sûr. Et c'est la chouchoute de notre ami Philippe Dehaze. Anisimova, il l'aime beaucoup. Il a tout à fait raison. Elle est 12e mondiale. Donc, il y a presque... Et j'ai l'impression, c'est une fille qui a trouvé un peu de stabilité avec son staff aussi, l'Hollandais Rick de Vleeshouwer et Rob Brandsma, et ils font de bons travail et petit à petit le ranking progresse. Et chez les filles, donc si tu devais pointer une potentielle vainqueur, tu dirais quoi? Il faut faire attention, les Américaines, Keys, Pegula, qui sont très solide. Vondrousova, Gauff aussi. Ça c'est Rybakina, ça c'est un peu les favoris pour moi. Et après qui sont un peu en dessous, Swiatek, Paulini, Andreeva. Voilà, ça c'est un peu ma liste. Un peu ta liste. Et tu parlais de Vondrousova qui s'est quand même imposée la semaine dernière à Berlin. Elle a gagné ce tournoi WTA là. Elle a des coups d'éclat comme ça par moment. On rappelle. Pour moi,
elle peut être favorite. Parce qu'elle a gagné déjà Wimbledon, c'était il y a 2 ans, mais elle est redoutable. Oui. Quand elle n'est pas blessée, elle revient aussi d'une grosse blessure qui lui a mis longtemps. Elle a mis longtemps à s'en remettre, mais Vondrousova, c'est une joueuse qui n'a pas toujours discipline pour travailler, qui n'est pas trop constant dans son travail. Quoi, elle préfère s'amuser ou quoi? Je ne sais pas, mais c'est un peu que j'entends dans le milieu. Oui. C'est pas une Elise Mertens qui est tous les jours assez rituelle et qui est très constant dans son travail, mais Vondrousova est un peu irrégulière, je pense, mais quand elle a son focus, elle est très très dangereuse. Elle a un jeu très embêtant et sur gazon avec ses effets, elle joue très intelligemment aussi. Ouais. Tu vois, les joueuses qui sont très intelligents, ils commencent à augmenter dans le circuit, dans le WTA. Ils peuvent faire beaucoup de mal. Et c'est chouette. Ouais, ça, j'adore. Comme Ashley Barty à l'époque, moi, c'était ma favorite. Et ça, j'espère que c'est pas toujours que tu dois avoir des armes, un grand service, un grand coup droit, mais tu peux aussi avoir un arme tactique, des schémas avec ton service que tu fais dans une certaine zone et des patterns. Ça, j'adore dans le tennis, le jeu tactique qui peut être très performant et efficace. Comment t'expliques alors qu'une Hans Jabeur n'y arrive plus alors pourtant qu'elle a ce type ça, de jeu-là? c'est surtout physiquement. Quand tu vois, ça bouge très long. Aujourd'hui, ça joue plus dans ton zone confort. Il y a chaque balle, il n'est plus dans ton zone confort aujourd'hui. Alors, il faut bien jouer ou il faut bien anticiper parce que la première compétence d'avoir un bon jeu de jambes, c'est de reconnaître ou de bien lire la balle, anticiper. Ça, c'est la première compétence que tu dois avoir pour avoir un bon jeu de jambes. Elle a ça, elle sent bien le jeu, mais elle vient trop lent, elle a pris un peu de kilos et elle a un peu des blessures. Pour moi, elle est plus fit et c'est pour ça que peut-être les premiers tours, elle peut bien faire, mais pour accumuler beaucoup d'intensité pendant une semaine, pendant 2 semaines, parce qu'un Grand Chelem, intensité physique, intensité, adaptation de jeu de jambes, tenir 2 semaines, pour Jabeur, je pense, c'est difficile. Chez les garçons, Laurence, je sais que tu suis un petit peu moins le circuit masculin, mais néanmoins, tu es une passionnée, donc tu sais quand même ce qui s'y passe. Évidemment, on a maintenant ce Sinner-Alcaraz, ce duel qui est devenu déjà mythique. Ils sont si jeunes, mais avec la finale qu'on a vécue à Roland-Garros, on ne peut que comparer ce duo à celui de Nadal et Federer, et c'est chouette de retrouver une rivalité comme celle-là. Évidemment, on aimerait bien les revoir en finale à Wimbledon, mais est-ce que tu penses que Jannik Sinner a pu accuser le coup de cette défaite après avoir eu 3 balles de match à Roland-Garros? Je ne sais pas parce que je ne suis vraiment pas du tout l'entourage, je ne suis vraiment pas dedans, mais je pense, oui, il est jeune. Et je pense aussi dans son culture, éducation avec ses parents, il peut relativer. Il a un bon coach aussi. Quand j'ai beaucoup entendu des interviews de Darren Cahill, son coach ou son consultant, mentor. Ça sont vraiment des gens qui ont un bon esprit, qui sont humaines, humbles et irrélatifs. Et je pense non, ça va pas être un problème et il va essayer de jouer le jeu de tennis. Et c'est ça que j'adore chez les deux, Sinner et Alcaraz. Ça joue le jeu, ça joue le petit jeu. Avec beaucoup de fair play aussi. Beaucoup de fair play, ça, chaque fois, tu sais pas qu'est-ce qui va venir de l'adversaire. Et ça, chaque fois, tu sais pas. Et chaque fois, eux, ils ont encore une meilleure réponse. Ils sont sur notre planète. Sont des élastiques, dont des ressorts qui sautent et qui ont chaque fois une autre solution et qui s'adaptent. Ils s'adaptent.
je ne sais pas où ça va finir. C'est fou. Ils ont un élastique et ça peut encore se développer à beaucoup de choses. Et ça, ils sont vraiment pas du tout à leur fin de leur potentiel. Et ça, c'est incroyable. Oui. Et on a Yannick Sinner qui a été moins gâté au tirage au sort que Carlos Alcaraz, puisque il a dans sa moitié de tableau le joker Novak Djokovic qui va essayer de remporter ce 25e titre qu'il rêve d'avoir, ce 25e grand chelem. Tu penses que Novak Djokovic a les ressources pour aller chercher un titre face à ces deux monstres-là? Je ne sais pas la préparation de Novak, je n'ai pas suivi. Est-ce qu'il a eu beaucoup de matchs? Il n'a pas joué sur gazon. Non. Moi, je pense que c'est quand même bien d'avoir un peu de préparation sur gazon. Oui. Mais peut-être il a appris de l'année passée ou des autres années que c'est peut-être mieux de ne pas avoir de préparation, je ne sais pas, mais que moi, c'est intéressant chez Djokovic que c'est son retour qui est très, très intéressant, qui peut faire mal. Oui. Il est très consistant. Physiquement, je pense, pour moi, il n'est vraiment pas favori. Non. Parce que aussi, le top sport que tu vois maintenant, la nouvelle génération, ils sont très créatifs. Oui. Et ils arrivent à faire des coups, je ne sais pas, comment on dit improbable. Ça? Oui, et Djokovic, pour moi, il vient un peu un joueur qui, tu sais où il va jouer. Un peu. Allez, c'est un sentiment que maintenant, oui. Il est un peu... tu sais comment il va jouer, un peu toujours la même façon. Oui. Il n'arrive... Aujourd'hui, je ne sais pas que c'est un joueur qui est constant et qui est... il est très fort, c'est ça, mais je pense qu'il y a sur gazon pas d'armes pour maintenant avoir un repos sur le storm des jeunes là, qui arrivent. C'est un sentiment. Hein? Oui. Moi, je pense que le Djoko, il est toujours tellement capable de nous surprendre que je ne sais pas ce qu'il est en train de faire là depuis Roland-Garros pour s'entraîner, mais Wimbledon, je pense, est le seul grand chelem qu'il peut encore éventuellement aller chercher. Oui, tu as raison. Peut-être l'Australie, mais même l'Australie, c'est pas... Et donc, qui sait ce qu'il nous prépare? Je l'ai trouvé fort affûté à Roland en demi-finale là. Mais il a un premier tour compliqué. Attention. Oui. Il joue qui? Müller, Alexandre Müller, le grand pote de David Goffin, Alexandre Müller, qui va jouer d'ailleurs avec lui en double ce Wimbledon aux côtés de David. Et donc, ce premier tour sera pas évident, mais Novak en a vu d'autres, j'ai envie de dire. Pour nos Belges, c'est Zizou Bergs aura un premier tour assez compliqué quand même. Lloyd Harris, il est 320e mondial, mais c'est un très bon joueur sur gazon. Je pense, est-ce que Xavier Malisse a travaillé avec lui? Oui, il a travaillé avec lui longtemps. C'est un Sud-Africain, c'est ça? Sud-Africain, oui. Oui, c'est un profil qui est très dangereux sur le gazon, mais je sais que Zizou Bergs a toutes les compétences aussi de bien jouer, très agressif vers l'avant. Allez, mais ils doivent avoir l'intention de chaque fois jouer vers l'avant, Zizou. Parfois, il reste un peu sur sa ligne et allez, je pense que je sais pas qui va gagner là. Ça, c'est 50-50. Pourtant, Eurosport a publié un article il y a 3 jours pour dire qu'il les mettait dans les coupeurs de tête potentiels. Oui. Il citait Zizou parmi eux, quoi. Oui, je peux croire parce que Zizou joue très bien sur les grands chelems. Il aime bien le média, l'attention. Il peut être là, il peut vraiment construire quelque chose encore en plus sur des grands terrains et tout. J'adore son passion pour le tennis et je sais qu'il est très professionnel. Je sais que le travail qu'il met dedans. Mais je pense que Harris, c'est son surface préférée, alors ça va être un match très, très difficile. Il y a Raphaël Collignon qui va jouer contre Marin Cilic, 83e mondial. Cilic qui a été finaliste à Nottingham en Challenger la semaine dernière, donc qui reste sur une bonne série. Et évidemment, Raph qui revient après avoir été longuement blessé à la main.
Donc pour Raf, c'est un premier tour costaud, hein, Marin Cilic. Oui, c'est très costaud parce que surtout Cilic, c'est un joueur qui arrive aussi à faire encore des services volés, que c'est rare, qui a beaucoup d'expérience, qui est très intelligent. Très grand. Très grand et qui a quand même des bonnes sensations sur gazon. Un joueur qui sert très très bien. Ouais. Alors, ouais, tout à fait d'accord que... Compliqué, hein? Très compliqué pour un joueur qui vient d'une blessure, qui n'a pas de rythme. Ça va être dur. Une fois qu'il arrive à contrôler le retour et le service, là, il va arriver d'avoir plus de chances de gagner le point, mais c'est ça le challenge, je pense. Ouais, un peu comme David Goffin, hein, qui revient lui aussi de blessure. C'est un petit miracle qu'il puisse s'aligner à Wimbledon. Il le disait dans une interview donnée à Tennis Belgium que effectivement c'était déjà une victoire d'être là à Wimbledon, et il va jouer contre Rinky Hijikata, un Australien 87e mondial, qu'il a déjà battu puisqu'il mène 2-1 dans ses confrontations, mais il n'a aucun repère. Comme il disait, je pense que physiquement je suis à 100%, mais au niveau tennistique, j'ai jamais été aussi peu préparé, et ça aurait été n'importe quel autre tournoi, je ne me serais pas aligné. Voilà ce qu'il a dit. Oui, je comprends, et peut-être ça peut être un avantage, et il peut être plus relâché le premier tour. Tout à fait. Mais je pense un Goffin avec son jeu de jambes, et il adore aussi les contacts très bas, le jeu contre-attaque. Il a un bon jeu contre-attaque qu'ils peuvent bien jouer et faire beaucoup de mal à des joueurs sur gazon. J'espère qu'il passe le premier tour et qu'il peut grandir dans le tournoi. Oui. On a évoqué tout à l'heure Sinner, mais par rapport à Alcaraz, c'est le grand favori, à mon sens, il est double tenant du titre. Est-ce qu'il peut refaire le Channel Slam, c'est-à-dire Roland-Garros et Wimbledon la même année, comme il a fait l'année passée? Il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi cet exploit. Il y a Björn Borg, Roger Federer, Djokovic. Voilà, est-ce qu'il peut réitérer l'exploit? Oui, c'est incroyable. Moi, je pense, j'ai l'impression, je ne sais pas comment il est son mental fitness en ce moment. Hein. C'est ça aussi. Hein. Il faut le tenir mentalement aussi. De chaque jour, faire les efforts qu'il faut pour avoir des bons résultats. Mais il est aussi jeune. Tu sais pas, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer une prestation. Mais moi, je pense qu'il est bien entouré avec des bons coachs. Et il va, pour moi, il est encore le favori. Oui. Parce qu'il a aussi développé beaucoup son volley. Oui. Je pense qu'il est favorite. Et puis il vient de gagner en plus. Oui, voilà, c'est ça. Alors je pense que son mental fitness, il est là, et il va le tenir. Ouais. Il est allé passer 2-3 jours à Ibiza après Roland-Garros pour se ressourcer. C'est ça, mais ils sont jeunes, et parfois ces jeunes, leur force c'est qu'ils ne sont pas dans le overthinking. Hein. Ils continuent, ils s'amusent, ils adorent le tennis, ces jeunes. Tu vois ça. Ah, oui. Tu vois ça, ils adorent le combat. Oui. Et j'adore de voir. Et toi qui aimes bien les jeux créatifs, alors là pour le coup, Alcaraz, il fait des choses complètement inattendues de n'importe où. Oui, exactement. Et il a le physique aussi pour le faire. Oui. Et il jouera Fabio Fognini au premier tour, Carlos Alcaraz. C'est prévu ce lundi, mais donc ce sera intéressant à suivre. Tu suis à la télévision les tournois du Grand Chelem? Tu regardes un petit peu tout, ou bien t'as pas le temps? Oui, j'écris le temps. Non, c'est important quand tu es coach de tennis, il faut suivre. Et moi, c'est un rituel. Un match par semaine, je regarde, que je dois voir. Je choisis un match parce que j'ai un abonnement sur le WTA TV. Oui. Alors je peux voir tous les matchs. Oui. Et pour mon développement, pour suivre le circuit féminin, je regarde minimum un match full par semaine. Et donc pour clôturer, si tu devais donner un vainqueur chez les hommes, par contre, tu dirais Alcaraz, comme tu as dit? Oui, je dis Alcaraz. Oui. Ok. Donc on a dit, chez les hommes, c'est plus facile. Les mêmes, les plus faciles que
côté les femmes, moi j'adore peut-être le Mediapart où les fans ils aiment plutôt que les mêmes gagnent. Mais moi je trouve ça très intéressant que et bien pour les filles qui montrent que c'est pour tout le monde possible. Oui. Il y a chaque Grand Chelem, il y a des surprises. Oui. Et ça, par exemple, Roland Garros, c'était Loa Boisson, Wimbledon, Luluson, qui fait, des joueuses qui disent, c'est qui ça, qui vient de je sais pas où. Et moi, je trouve ça positif pour le tennis féminin. Oui. Et c'est vrai que les dernières vainqueurs de Wimbledon, c'est toutes des différentes. Hein. Oui. Tout est différent. Et parfois, j'entends les médias, ils n'aiment pas. On n'a pas des monuments que tout. Mais bon, moi, j'ai une autre vision sur ça. Moi, je trouve ça très, très motivant pour les filles qui essayent de monter dans les top 20, top 10. Ouais. Bah, c'est le public surtout qui ne semble pas adhérer parce qu'on voit les tribunes à Roland-Garros qui malheureusement sur le tournoi féminin sont toujours aussi vides, même en quart de finale, même en demi-finale, elles n'attirent pas suffisamment de monde. On en avait parlé dans le podcast Premium avec Philippe, c'était très intéressant le débat qu'on a eu sur le sujet, mais voilà, c'est vrai que les gens semblent vouloir s'identifier à une grande star. Oui, exact, parce que les spectateurs, ils viennent surtout aussi parce que c'est le nom, mais il y a aussi une partie de fans et ça c'est le parti le moins, qui sont vraiment là pour le contenu de jeu, qui comprend le jeu et qui suit le développement et qui sont là pour qu'est-ce qui se passe là maintenant dans ce match. Et là, ces spectateurs, on n'a pas beaucoup. Non, c'est vrai, et c'est dommage. Merci beaucoup, Laurence, d'être venue à mon micro. Bon, on était bien là, avec les petits oiseaux qui chantent, le soleil qui tape. On aurait pu continuer à parler encore pendant des heures, mais on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de Wimbledon, parce que ça y est, on est rentré dans le vif du sujet. Donc, merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous, tous les auditeurs. Merci, Laurence, et puis tu reviens quand tu veux. Merci en tout cas pour cet échange, Christelle. Avec plaisir. Et bonne chance avec le projet. Merci beaucoup. À très bientôt tout le monde. Au revoir.